Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jean-Paul. Salut Justine. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast. De rien, avec plaisir. Je suis très contente. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Jean-Paul Rigaud, j'ai bientôt 50 ans. Ouh. Et je cumule entre ingénieur du son et directeur technique, tour manager, enfin voilà, dans le spectacle vivant. Quasiment exclusivement, pas de cinéma, pas de télé, très peu. D'accord. Voilà, spectacle vivant et enregistrement studio. Voilà. Ok. Alors, en toute honnêteté, tes métiers, ce sont des choses que je ne connais pas vraiment, en tout cas que je connais de loin. Toi non plus ? Bon, on va le découvrir ensemble. Et c'est Romane qui m'a vraiment sollicité pour t'inviter aujourd'hui, puisque tu as un parcours apparemment de folie. Et j'aimerais qu'on discute un peu de tout ça, que tu me parles de ce que tu as fait, par où tu as commencé, quelles sont tes expériences et ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui avec moi au téléphone. Pas de souci. Par quoi tu veux que je commence ? C'est compliqué. Par le début. Alors déjà, quand est-ce que tu as débuté dans la musique ? Alors, j'ai commencé à prendre les cours de piano à l'âge de 7 ans. D'accord. J'ai fait du piano de 7 ans à 17 ans. Ok. Mais vu que j'en avais un peu rien à faire, je suis incapable de jouer du piano actuellement. Pas du tout. Tout perdu. Voilà. J'écoutais pas grand-chose. Mais je pense que c'est peut-être ce qui, à l'époque, m'a permis de développer un peu mon oreille, parce que vu que je travaillais pas et que je m'en fichais un peu, quand on travaillait des morceaux, je demandais à ma prof, vous pouvez pas me jouer le petit bout qu'on doit travailler ? Elle me jouait le petit bout qu'on a travaillé, hop, je regardais ce qu'elle faisait, et puis je rejouais ce qu'elle venait de me faire. Voilà, donc je faisais tout avec mes oreilles, avec mes yeux, et pas trop autrement. J'ai pas trop lu la musique. Je l'ai réappris un peu plus tard, même si je galère, ça fait longtemps que j'ai pas lu, hormis tout ce qui est rythmique. Si on me donne une partition, j'arrive à suivre pour savoir où on en est, si nécessaire, et des choses comme ça, mais je suis incapable de suivre une partition et de jouer, faire de la musique. D'accord. Même si j'ai joué de plusieurs instruments, ça a toujours été en autodidacte quasiment, et avec mes oreilles, on va dire. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir commencé aussitôt ? C'était une volonté de tes parents ? C'était une demande de ta part ? Moi, je pense que c'était une volonté de ma maman, qui aurait toujours adoré faire ça et qui n'a jamais pu le faire, malheureusement. Et qui, à moi et mes deux frères, j'allais dire, a imposé ça, c'est pas méchant, mais elle l'a bien fait, puisque je pense qu'aucun de mes frères ne le regrette. Et moi, ce que je regrette juste, je le regrette pas, je n'ai pas spécialement de regret, mais c'est vrai que ce qui est idiot, c'est que vu que c'était une petite obligation, mais on n'y a pas mis le cœur qu'on aurait dû y mettre. Voilà. C'était un devoir, un devoir scolaire. C'était ça. Voilà. C'était un cours en plus. D'accord. Et non pas un amusement. Et j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir fini, parce qu'elle nous filait toujours un petit bonbon, et puis j'allais à la piscine après. Ah oui, c'était vraiment un devoir. Ce qui est dommage, quand j'y repense maintenant, c'est fou, parce que voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. D'accord. Et donc ça t'a suivi toute ta scolarité en matière supplémentaire ? Ouais, pendant 10 ans, j'ai dû faire ça de 7 ans à 17 ans, je crois. D'accord. Et j'ai commencé à 10 ans, hop, j'ai perdu mon oreillette, à 14 ans, je crois, mes parents m'ont acheté une batterie. Ok. Et ils m'ont acheté une batterie parce qu'ils pensaient que j'allais peut-être bosser un tout petit peu mieux à l'école. Et ça n'a pas spécialement fonctionné. Je n'étais pas spécialement mauvais, mais je vivais, depuis le CM2, je pense que les profs ont dit que je vivais sur mes acquis, je ne sais pas comment j'ai fait, mais voilà, j'ai toujours été doucement mais sûrement. Et ça n'a pas fonctionné. Et j'ai fait un groupe avec un copain de mon école et un de mes frères, autodidacte aussi. D'accord. De là, j'ai rencontré un orchestre de bal qui était de ma région, Pont-à-Mousson.
D'accord. et qui m'ont pris rapidement sous son aile, sous leur aile, ce qui fait que même si j'étais jeune, j'avais 15, 16 ans à l'époque, j'allais avec eux les samedis au bal, je poussais des caisses, je regardais ce qu'ils faisaient, puis je me suis retrouvé assez vite derrière une table de mixage. D'accord. Parce que c'était le père des 3 musiciens principaux qui géraient un peu l'orchestre et qui géraient un peu la partie technique. D'accord. Et du coup, j'ai fait ça. Et ça t'a Comment plu? ça s'est passé? Bah, alors, ouais, C'était cool. ouais, c'était cool. Voilà, c'était cool. C'était cool. J'ai continué mes études et j'ai fini. Et après, je me suis mis à travailler dans un truc qui n'a rien à voir. Je bossais dans un centre de recherche chez Philips Ah oui. sur des lampes. Voilà, donc D'accord. rien à voir du tout. Et j'ai continué à faire des cours du soir et j'ai continué la musique. Mhm. Et le clavier de cet orchestre-là m'a emmené dans pas mal de trucs qu'il faisait, dont dans un studio d'enregistrement où j'avais jamais été. D'accord. Et j'ai sympathisé avec le patron. Et quand je suis parti, ça va pas te dire grand-chose si je te parle de service militaire. Hein, bah ouais. Non, bah si, Donc, quand je suis même. parti. Non, mais j'ai 28 ans, je suis pas non plus née Ouais. hier, mais Non, si, quand même, je plaisante, effectivement. mais C'était plus. donc je suis parti faire mon service militaire 92-8 et en revenant de mon service, j'ai rien dit à personne. J'ai demandé à être licencié de mon job et puis j'ai été au studio tous les jours et j'ai été embauché un peu plus tard au studio. Mhm. J'ai arrêté tout. J'avais parallèlement à ça une carrière de musicien, je faisais de la Donc, batterie. studio d'enregistrement uniquement. Voilà, D'abord. studio d'enregistrement et je faisais toujours de la musique. Même avec D'accord. ce groupe-là. Alors après, j'ai arrêté après j'ai arrêté avec cet orchestre-là parce que je faisais d'autres choses. Je faisais de la pub du bal. Je jouais avec un groupe de country, après un D'accord. chanteur de rock. Enfin, je fais pas mal de choses. En tant que batteur. Et en tant que batteur, ouais. Ok. Et à ce moment-là, j'ai arrêté totalement la musique parce que si on veut si on veut avancer dans un domaine, je peux pas dire aux gens pour qui je bossais au studio, je peux pas être là parce que j'ai un concert, je peux être là, je peux pas être là, c'était compliqué. D'accord. Donc j'ai fait un choix à un moment donné d'arrêter totalement la musique. J'ai arrêté le T'avais quel âge? studio. J'avais 22 ans, D'accord. je pense. 22 ans. J'ai connu au studio j'ai enregistré un groupe qui était en fait des gens que j'avais déjà rencontrés, avec qui on avait déjà fait des coplateaux avec un groupe de rock avec lequel je jouais. D'accord. Et l'enregistrement s'est plutôt bien passé, l'album est sorti, et là, il y a le leader de ce groupe-là qui m'a dit, ah bah tiens, moi j'étais à Nancy à l'époque, entre Nancy et Metz en fait, et m'a dit, ah bah il y a une société avec qui on travaille, qui nous sonorise régulièrement, là, qui cherche quelqu'un pour faire du son, des retours. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais fait ça au bal, mais tranquillement, quoi. Je veux dire, c'était pas en pro et tout. Et, je dis ouais, pourquoi pas, parce que pour certaines raisons, je voulais arrêter donc le studio d'enregistrement. D'accord. Et donc j'ai fait l'espèce d'audition à ce truc-là et c'est parti. Le mec il m'a dit ouais, si tu veux, t'as qu'à venir. Bon, ok, super. Alors moi qui n'y connaissais rien du tout, enfin ou très peu, je lui ai simplement dit je peux venir jeudi, je monte la régie. Comme ça, je regarde ton câblage, ton matos pour être sûr. Et oui, il m'a dit pas de souci, tu viens au dépôt. Je suis été au dépôt, j'ai tout installé, mon histoire, et j'ai dit comment je vais le faire? J'y connais rien, enfin j'y connais peu de choses, quoi. Et là, on attaquait, c'était une société de prestation. Alors je me souviens plus quel était le premier groupe, mais c'était que des groupes qui avaient pignon sur rue, quoi. Et à l'époque, tu peux en citer quelques-uns? Alors à l'époque, moi, j'ai fait beaucoup de monde à cette époque-là, mais je t'avoue que j'ai plus du tout de souvenirs. C'est vraiment, il y a tellement longtemps, je pourrais pas te dire. Si je sais que je me suis retrouvé, un de mes premières claques, je me suis retrouvé toujours dans les premières dates de ça, où j'ai fait l'accueil retour pour Jimmy Cliff. Oh. Et le mec qui est venu mixer Jimmy Cliff, c'était un Jamaïcain, là, c'était une légende vivante. Et là, j'ai pris tout de suite, là, on prend une belle baffe et c'est génial quand on est gamin, quoi. Bien sûr. C'est génial. Voilà, et puis de fil en aiguille, donc j'ai bossé chez ce prestataire-là, après un autre prestataire. Et tu n'avais pas de diplôme du tout en ingénierie sonore? Rien du tout. À chaque fois, tu apprenais sur le tas. Ouais, j'ai appris sur le tas beaucoup. Sur le tas of swing, d'ailleurs, comme dirait d'ailleurs Strait. Ouais, j'ai appris sur le tas. En
en rencontrant des gens. Alors malheureusement, j'ai eu une chance dans mon métier, mais qui était aussi une malchance, c'est que beaucoup de groupes à l'époque venaient avec leur ingé façade, mais personne au retour. Donc quand on était au retour, ce qui était vachement bien, c'est qu'on était quasiment sûr de mixer tout le temps. Alors que quand on était à la face, on faisait de l'accueil, c'est-à-dire on prépare la Ferrari et puis on la touche pas parce qu'il y a l'ingé du groupe qui vient et qui prend la Ferrari et qui part avec. Et puis après, il nous la ramène, on la range, on la remet dans le camion. Visuellement, ça me parle, mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre ingé façade et ingé retour, s'il te plaît? Eh ben, en fait, il y a deux dans le son, on va dire qu'il y a deux, souvent il y a deux régies, voire plus sur le plateau, c'est-à-dire une personne que vous voyez très souvent quand vous allez au concert, c'est la personne qui est dans la salle, au milieu du public, d'accord, avec des tables de mixage plus ou moins grandes, et il y a l'équivalent de ce monsieur-là, le pendant, caché à côté des musiciens, et qui lui va s'occuper uniquement du son des musiciens. D'accord. Voilà, chaque musicien a un petit retour, une petite enceinte. Alors maintenant, ça a évolué. Maintenant, on a beaucoup de retours sont faits en in-ear, enfin, sont directement dans les oreilles avec des petits casques moulés, d'accord. Mais ça, en règle générale, cette personne-là, vous la voyez pas beaucoup, et elle est en charge des écoutes des musiciens. Quand vous voyez en règle générale un musicien qui fait un petit signe plus fort, moins fort, ou des choses comme ça, et ben il le fait à l'ingé retour qui est en charge de leurs oreilles. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, moi, j'ai fait ça pendant super longtemps. Et ce qui était super, c'est que, on mixait tout le temps, quasiment tout le temps. Il y avait personne au retour avec les groupes. Donc du coup, ça c'était vrai. Alors s'il y avait un côté enrichissant, sauf que du coup, j'ai côtoyé peu de mixeurs avec moi pour apprendre, parce que comme je l'ai dit, moi, malheureusement, j'ai appris toujours sur le tas. Donc j'ai côtoyé peu de mixeurs et ça. Alors l'avantage de mixer directement, c'est super, mais je pense que j'aurais gagné une paire d'années à être le sbire d'un bon mixeur et d'écouter ce qu'il fait, de discuter. Et je pense que j'aurais gagné du temps à faire ça. Alors, c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, ou c'est parce que c'était vraiment quelque chose de gardé précieusement, en bonne pratique Non, c'est parce que, comme je disais, à l'époque, beaucoup de groupes ne tournaient pas avec leur technicien retour. Ils avaient le technicien façade, mais pas le technicien retour. À partir du moment où on a commencé à augmenter nos nombres de tranches, à commencer à avoir des séquences, à commencer à avoir tout un tas de choses, l'écoute des musiciens devenait de plus en plus précise et demandait, au-delà d'avoir un savoir technique pour pouvoir assurer un mix correct, assurer de connaître les titres. D'accord. Comme le mec qui est à la face. Pourquoi il y a un mixeur avec un groupe, c'est pas spécialement qu'il est peut-être meilleur ou moins bon que celui qui nous accueille, c'est que simplement on connaît par cœur le show, on sait ce qu'il faut à quel moment et ainsi de suite, et on suit l'esthétique qui a été demandée par l'artiste ou que nous on a créé et qui est nécessaire à cette musique-là. Et c'est vrai que plus ça c'est compliqué, plus ça a évolué, et tout d'un coup les mixeurs retour, alors sauf sur les grosses productions, sur les énormes productions, ça c'est arrivé très vite, mais sur les productions on va dire moyennes voire régionales ou genre de choses, c'est vrai qu'il y avait jamais personne au retour, et du coup moi j'ai fait beaucoup d'années comme ça au retour, et c'était chouette quoi. D'accord. Et ensuite? Voilà. Ensuite est arrivée une époque, l'ère du numérique a commencé à arriver. Et cette fameuse boîte dans laquelle j'étais, j'en ai parlé, je dis les gars, le numérique ça arrive, les consoles numériques, il faut peut-être qu'on teste, il faut peut-être qu'on fasse des choses, il faut peut-être qu'on en ait. Et en fait, le patron qui était quelqu'un de vraiment super, il n'a pas suivi ce passage-là. Et moi j'ai dit mais c'est pas possible, je peux pas faire ce métier-là puis passer à côté de ça. Et du coup j'ai été voir mon banquier et je lui ai demandé est-ce que ce serait possible d'avoir un petit crédit pour acheter une console numérique. Et puis ils m'ont laissé ils m'ont autorisé. J'ai acheté une console numérique qui était un petit peu, j'allais dire la référence à l'époque, qui était une 02R Yamaha. Que j'avais fait rééquiper de plein de choses, de préampli, parce que il y a des choses qui étaient un peu délicates à l'époque sur cette console quand on faisait du live, donc on rajoutait des cartes, on changeait des préamplis, on faisait pas mal de choses. Et du coup, c'était pour moi la seule façon de côtoyer cette nouvelle technologie, parce que le problème, si le patron alors même si tu es intermittent,
bon, principalement, tu bosses, surtout à l'époque, c'était un peu les guéguerres entre les boîtes. Moins maintenant, sauf exception, je veux dire, maintenant on peut aller bosser dans une boîte, la semaine d'après tu vas bosser dans une autre, t'en as une autre qui t'appelle parce qu'il y a un renfort. C'est un petit peu plus souple. À une époque, si tu bossais dans telle boîte, il fallait surtout pas aller bosser dans l'autre. C'était alors que tu étais intermittent et que tu es censé pouvoir travailler chez tout le monde. Mais l'intermittent, c'est un petit peu, dans certains cas, c'est aussi un petit peu le savoir-faire des entreprises. Puisque, alors, il y a beaucoup d'entreprises maintenant ont des ingé-sons salariés, d'accord. Mais c'est vrai que toutes les grosses boîtes françaises maintenant ont tous du matos haut de gamme, tout le monde, sans exception. Je veux dire, il n'y a pas de, voilà, les grandes marques on les connaît et ainsi de suite. Après, ce qui va faire la différence, c'est comment ce véhicule-là il est préparé, comment il est calé, comment il va. Enfin, c'est tout ça. Et ça, c'est le savoir-faire. Ça passe par le savoir-faire, et c'est vrai que à une époque, c'était pas bien vu, quoi. Si tu bossais pour une boîte, il fallait pas aller bosser pour une autre. C'était rare de. Ça dépendait des jobs. Hein. Ça dépendait des jobs. Effectivement, quand t'étais road, c'est-à-dire quand t'étais manutentionnaire et que tu faisais de la chargement, déchargement, des choses comme ça, là tu pouvais bosser à gauche à droite. Mais et qu'il y avait un savoir-faire un petit peu plus important, c'était compliqué de dire tiens, ce week-end telle boîte m'a demandé, et puis enfin. D'accord. Et pour revenir à ça, moi j'avançais donc avec ma fameuse console numérique, et puis ça se passait rien là dans cette boîte-là. Et j'ai justement fait ce que je viens de te dire qu'il fallait pas faire. J'ai quelqu'un que je connaissais pas qui m'a dit tiens, il cherche quelqu'un qui connaît les consoles numériques là, une autre boîte qui était dans les coins de là où j'étais. Cherche des gens qui maîtrisent sur les consoles numériques. Puis moi, et à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de boulot. Je dis je vais aller voir. Je vais aller voir comment ça se passe, et puis ça s'est plutôt bien passé, et le mec m'a retenu en me disant écoute, voilà, on y va. Quelqu'un qui a compté d'ailleurs beaucoup pour moi au niveau du son, c'est un monsieur qui s'appelle Dominique MS. D'accord. Et grâce à qui j'ai fait tellement de choses encore après, voilà, beaucoup de choses. Et je me suis retrouvé à travailler avec ce monsieur là qui était hors du commun, on va dire, à tout niveau, qui avait une maîtrise de tellement de choses, génial. Enfin voilà. Et là, j'ai commencé à côtoyer quelqu'un où j'apprenais, en plus de travailler avec lui en binôme, c'est-à-dire que lui en règle générale faisait la face, moi je faisais le retour. Et on a avancé sur les consoles numériques. Moi j'avançais sur l'audio en même temps, sur plein de choses que j'apprenais. Enfin, c'était génial. Et puis de fil en aiguille. De cette boîte-là, j'ai commencé à travailler à cette époque-là pour des artistes. Alors, quel était le premier artiste pour lequel j'ai travaillé? C'est bien, tu poses les questions tout seul. Ouais, mais alors... Là, t'es en autonomie complète. Du tout. Ouais, mais tu sais, à 50 ans, quand tu demandes de raconter ta vie, ça peut prendre du temps. Je sais plus quel artiste. C'était peut-être Michael Miro. C'était peut-être le début de Michael Miro. D'accord. Et là, pareil... remplacement, alors non, oui, si, je bossais déjà sur d'autres choses, et un jour je me suis retrouvé bêtement à 5h du matin à Lyon, à reprendre un temps pour rentrer en Lorraine. Alors une mine déconfite parce que bien sûr on avait fini à je sais pas quelle heure, et là je croise un copain avec qui j'ai joué super longtemps, j'ai fait plein de choses, puis perdu de vue parce que lui justement il a arrêté la musique pour être patron pour monter sa boîte de production. D'accord. Voilà. Et on se dit qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que tu dis. Bon voilà. On a dormi chacun 2 heures dans le train, et puis on a été discuter un peu au bar, et puis là il me dit mais tu fais ça, je lui ai expliqué où j'en étais, ce que je faisais. Il me dit à l'occasion, si tu veux, je lui ai dit si tu as besoin tu m'appelles, et puis si je peux te rendre service, pas de souci. Ça n'a pas raté, il m'a rappelé. Il me dit écoute, j'ai un petit service, je voudrais produire une chanteuse là, mais j'ai besoin d'enregistrer un truc pour voir si on signe pas, si on fait pas, machin et tout. Combien tu me demandes? Je dis attends, on va déjà faire, et puis je te propose un truc, on fait, ça passe, on travaille ensemble, ça passe pas, voilà, ça passe pas, c'est tout. Alors qui était ce monsieur, qui était cette chanteuse? Alors ce monsieur était Thierry Cornolti. D'accord. De Cornolti Productions, qui était un super tromboniste avec qui j'avais bossé à l'époque. Sur des projets qui n'avaient rien à voir. Et la chanteuse, je me souviens plus de son nom, qui était très bien d'ailleurs. On avait fait un morceau super. D'accord. Et donc toi, il fallait que tu l'enregistres en studio. Voilà, moi je l'ai enregistré, tout ça s'est bien passé, c'est cool, c'était chouette. Mais a priori, voilà, ça a pas donné suite
Voilà, avec cet artiste-là, ça n'a pas donné suite. Et puis, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça. Et quelques jours plus tard, Thierry me rappelle en me disant, écoute, on est dispo. Est-ce que tu es dispo deux dates, un jeudi, un samedi, je m'en souviendrai tout le temps. Un jeudi, un samedi. Non, j'étais pas trop dispo. J'ai dit, pourquoi faire? Et puis il me dit, voilà, on est avec Mickaël. Mickaël Miro commençait avec son Dame Dame Déo. Alors moi, je savais pas qui c'était à l'époque, à cartonner, mais comme un fou. Et il y avait deux dates où le Ringer était malheureusement pas dispo. D'accord. Et je me suis débrouillé et j'ai dit, ok, je viens. Et première date, Forest National, donc à Bruxelles. Donc là, c'est le Bercy belge, en fait. D'accord. Et on était en première partie de Christophe Maé. Okay. Et le lendemain, le fameux samedi, là, ça devait être au Zénith de Nancy en extérieur, un truc de ouf. Okay. Et donc, on a fait cette première date, qui s'est a priori pas trop mal passée. Et du coup, j'ai rencontré Mickaël, on discutait un petit peu. Et la date suivante du samedi, c'est annulé. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu, pourquoi. Annulé, bon, pas grave, tant pis. Et je me suis fait remplacer pour rien, mais une fois de plus, c'est le jeu. C'est ça. Et puis voilà, il te file en aiguille, il m'a rappelé une fois, et puis Mickaël m'a dit, écoute, tu veux rester avec nous? J'ai dit, écoute, je vois avec Thierry, et puis si Thierry veut, moi, volontiers. Et hop, c'était parti comme ça, et depuis, je bosse avec Cornolty Productions beaucoup, depuis X temps, et comme je te disais tout à l'heure, là, c'était équipe super, gens super, et c'est cool, et on en profite, et c'est marrant parce que ça se croise, puisque on parlait d'un artiste avec qui on tourne maintenant, qui est Sylvain Areg, qui est aussi qui est maintenant dans cette prod là aussi. D'accord. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, et tu as interviewé aussi Sylvain. C'est ça. C'est marrant, quoi. T'es en totale autonomie dans l'enregistrement là, puisque tu fais l'autopromo d'un autre épisode, d'un artiste. Non, c'est pas de l'autopromo, c'est je pense qu'il y a des choses importantes, il y a des croisements importants. Totalement. Dans la vie, au-delà de travailler bien, pas bien, ou de quoi que ce soit, tu peux travailler bien toute ta vie et peut-être jamais croiser les bonnes personnes et du coup faire autre chose. Voilà, et ça, c'est des gens, les peu de gens que j'ai cités là, alors il y en a d'autres, il y a pas que eux, mais c'est des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses et à qui je dois aussi beaucoup, et je pense que c'est important. Et il y en a d'autres, le premier patron là de la boîte dont je t'ai parlé, qui n'est plus là maintenant, qui est à la retraite, c'était un mec génial, quoi, qui a permis à des tonnes de jeunes de mettre les pieds à l'étrier, quoi. D'accord. Parce que ça aussi, c'est difficile, quoi. C'est difficile quand t'es jeune et que t'arrives. Moi, comme je dis, j'ai eu cette chance-là d'arriver tout de suite, d'avoir un poste de libre un peu, au culot entre guillemets, mais c'est difficile quand t'es jeune. Moi, j'ai formé des gens pendant 16 ans. D'arriver dans une boîte, toquer, puis dire tiens, j'ai fait une formation, j'ai mon diplôme, maintenant je voudrais travailler. C'est super dur, quoi. Oui. Même quelle que soit la formation, quoi. Et ça, c'est des gens qui ont laissé vraiment leur chance aux jeunes en disant tu viens, allez hop, viens, et puis voilà. Et puis c'est un risque pour un boss, parce que quand tu mets quelqu'un derrière une console, il faut que ça fonctionne, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est le thème des rencontres, les rencontres générales, c'est vraiment un thème récurrent au fur et à mesure des épisodes du podcast. À chaque fois que j'ai quelqu'un en ligne, on me parle d'une rencontre déterminante ou des rencontres qui ont fait que ça a pu avancer, les bonnes personnes qui ont voulu faire confiance, le fait d'aller aussi chercher le contact, secouer un peu sa chance en allant vers les gens pour stimuler des rencontres et des choses positives. J'ai l'impression que pour toi aussi, ça a fait beaucoup au fur et à mesure de tes avancées. Ouais. Mais tu sais, on en parlait tout à l'heure avant de commencer. On en a parlé, mais on parlait de la difficulté de ce qui se passe en ce moment, ainsi de suite. Et comme je te disais, moi, un jour, moi, j'ai un copain qui m'a appelé et qui me dit bon, écoute, je te propose un truc. Il y a jeudi, t'es dispo? J'ai dit peut-être. Et il me dit on a un concert à Paris. On n'a pas d'ingé son, dans une petite salle, un machin. Mais l'artiste, il est sympa. Est-ce que ça te tente? Au départ, franchement. Je vais pas monter à Paris pour gagner rien du tout. C'était un premier. Enfin, c'était vraiment, je leur donnais un coup de main pour gagner rien du tout. Entre guillemets, il n'y avait pas que ça à faire, tu vois. C'est pas méchant, mais bon.
on est aussi souvent sollicité, tu vois, c'est Bien toujours sûr. un peu compliqué. Et je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, allez, je viens avec toi. Hop. Et me voilà parti. Et maintenant, je bosse avec cet artiste-là depuis 8 ans. Donc là, c'est Michael Miro, c'est ça? Non, ça c'est encore un autre artiste qui s'appelle Fraissinet, franco-suisse. Ah oui, d'accord. Et je pense que si ce jour-là, j'avais pas fait ce pas-là, en me disant, allez, fais quand même ton aller-retour à Paris, où tu vas gagner rien du tout, mais voilà. Et c'était parce qu'on parlait aussi, comme on disait, il y a des artistes qui sont en promo et il y a des artistes où ils sont en confort. Et c'était génial. Et cet artiste-là, maintenant, avec qui on a fait des petites salles, du développement, de plein de choses, et ben maintenant, c'est un mec qui commence à être connu, reconnu. Si vous connaissez pas, allez voir un mec qui s'appelle Fraissinet, Nicolas, qui a un univers mais incroyable et qui cartonne de plus en plus. Et ça, si j'avais pas ce jour-là dit oui, allez, je vais le faire quand même. Et ben, je serais passé à côté de plein de choses, et artistiquement et humainement, par rapport à tout ce que j'ai fait avec lui depuis des années et des années. Et c'est génial. Et c'est quoi? C'est ton intuition tu t'as senti qu'il fallait que tu y ailles, quoi? Je sais pas si c'est mon intuition, c'est peut-être le fait de me dire, mais on fait ce métier-là. Parce qu'on est passionné et on y va, quoi. Ouais, parce que c'est notre métier, quoi. Donc, à un moment donné, c'est très difficile, mais on pourrait dire aussi, une des choses les plus dures dans notre métier, c'est de dire non. On peut pas dire non. Pourquoi? Parce que, comme tu viens de le dire, souvent, c'est un métier de passion. Et en plus, souvent, dire oui à un projet veut dire qu'on va rencontrer des gens, qui vont nous faire rencontrer des gens, qui vont nous faire travailler sur autre chose. On se trouve encore des ramifications dans nos contacts à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un de différent. Et c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça qu'on travaille quand on est freelance, quoi. Totalement. Et donc, c'est difficile de refuser du boulot. Alors déjà, on peut pas refuser du boulot à quelqu'un pour qui on travaille super régulièrement. On va pas dire un producteur ou un artiste avec qui on fait X dates dans l'année, lui dire, non, écoute, moi, samedi, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, je reste là. Voilà, c'est mort, c'est impossible. Et de même que quelqu'un pour qui tu n'as jamais travaillé, dire je ne suis pas dispo, c'est dommage. Parce que si c'est pas toi qui y vas, ça veut dire que quelqu'un d'autre va y aller, et que peut-être que les suites possibles avec cet artiste-là, tu t'assois dessus tout de suite. Tu n'as pas commencé, déjà tu t'assois dessus. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est un côté un peu compliqué du métier, tout ce qui est doublon aussi, on va y être confronté avec ce qu'on vit en ce moment. Tout se décale et on nous dit oui, c'est un report. Ouais, sauf que des reports, il va y en avoir tellement pour tous nos artistes que on pourra plus. Il va y avoir embouteillage. Les samedis, il n'y en a qu'un. Donc, ils vont tous reporter. Et avec les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 artistes avec lesquels on bosse d'une manière récurrente, on va se retrouver avec 5 artistes qui ont un concert le même jour, quoi. Et du coup, d'une date qui sera déplacée, pour nous, ça restera toujours une seule date, et pas 2, et pas 3, et pas 4, quoi. Bien sûr. Donc ça, ce sera un petit peu compliqué à gérer dans l'avenir, on va dire. Bien sûr. Mais bon. Petite question auquel tu n'es pas obligé de répondre, mais ça me taraude quand même un petit peu. Puisque tu ne dis pas non, puisque tu es sur les routes, puisque tu n'as pas l'air en tout cas d'être souvent chez toi, est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie perso? Alors écoute, j'ai un poisson rouge qui est super sympa. De toute façon, il t'oublie à chaque fois, lui. Ouais, il m'oublie quand je reviens, il est toujours content. C'est génial. Il tourne toujours dans le même sens. Non. Alors, bon. moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai, cette histoire-là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire on est intermittent, on est toujours parti. Ça dépend. Moi, j'ai la chance de pas être toujours parti. C'est-à-dire que même si j'ai du boulot tout le temps, quand on produit, quand on prépare une tournée ou quand on prépare des concerts, déjà, je le fais de la maison. D'accord. Je le fais de mon bureau, on appelle les gens, on envoie nos fiches techniques, tout ça, ça se gère. C'est une partie du boulot qui se fait quand même, on va dire, en télétravail. D'accord. Après, effectivement, on peut être parti le vendredi, samedi, dimanche. Moi, je fais pas de tournée internationale. On va être parti le vendredi, samedi, dimanche, le jeudi, vendredi, samedi, par exemple. D'accord.
Alors, de temps en temps, vu que je fais aussi beaucoup d'institutionnels, les institutions, automatiquement, ça tourne, les entreprises, et quand elles ont des événements quelconques, ça tourne en semaine, ça tourne pas le week-end. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué parce qu'on part le lundi, je reviens le lundi parce que c'était pas super très loin de chez moi. Le mardi matin, je repars directement. Il y a effectivement des moments très compliqués. Mais D'accord. tu sais, si tu regardes un peu autour de toi, certains métiers, dans le BTP, dans je sais pas quoi, un charpentier, un peintre, un maçon, un commercial qui est sur les routes tout le temps. Exactement. Ils partent le dimanche soir, ils reviennent le vendredi, et voilà. Et on n'est pas du tout les seuls Absolument. à avoir ça. Alors après, là où on a, nous, effectivement, une difficulté, c'est la précarité du statut, c'est les horaires de travail, c'est le nombre d'heures qui est fait et qui est jamais pris en charge. Ça, c'est assez, ça, c'est la chose qui est un petit peu compliquée, on va dire, dans notre métier. Voilà. D'accord. T'as un tout petit chouïa esquivé, quand même. Pardon. T'as répondu à la question de façon générale, mais toi, à titre perso, tu as quand même construit, t'as réussi à. Oui. Ok. Ah oui. Très bien. Ah oui, complètement. J'ai une femme super qui a 2 enfants de 10 et 12 ans, voilà, qui sont chez leur père cette semaine parce que c'est comme ça, c'est les vacances, et tout va bien. Hein, je n'arrête pas de perdre mon oreillette et tout va bien, non, c'est cool. Voilà. Alors après, j'ai eu 2-3 vies dans ma vie, mais d'accord. J'allais dire, je ne suis pas persuadé que ce soit lié à ton mon activité. métier. D'accord. Non. Ok. Non, pour être franc, je pense pas. Ok. J'aimerais qu'on fasse quand même un petit retour sur le métier, ton métier globalement, puisque donc tu m'as parlé d'ingénieur du son, tu m'as parlé de régisseur, tu me parles aussi de production. C'est quoi tout ça? Parce que pour moi, alors, je comprends, mais c'est quand même des tâches différentes, des rôles différents. C'est des rôles complètement différents. Alors, c'est des rôles complètement différents, mais qui sont aussi logiques dans une avancée de carrière. C'est-à-dire que tu commences en tant qu'ingénieur du son. Enfin, ingénieur du son, c'est pareil, c'est un grand mot. Hein. On n'invente pas. On n'est pas non plus. On appelle ça ingénieur. Les 3/4 du temps, c'est une terminologie. C'est régisseur son, on va dire. D'accord. Ingénieur, c'est un débat. C'est le terme, effectivement. J'avoue que c'est le terme. C'est ce qu'on utilise, mais bon. Moi j'ai un diplôme équivalent à ce niveau-là, mais pas dans le son, dans la direction technique. Mais je prétends pas ingénieur, quoi. Moi, personnellement. Voilà. Mais c'est le terme. Quand on fait du son, moi, le parcours il était très simple. C'est qu'on fait des événements où on fait du son, des événements un peu plus gros, où on nous dit tiens, viens voir à la réunion là pour voir comment on fait. Puis de la réunion, on nous dit la lumière, je sais pas de lumière, essaye voir de regarder aussi comment il faut qu'on fasse. Et au bout d'un moment, on apprend un peu tous les métiers. Et à un moment donné, on nous parle d'un projet, on nous dit tiens, je dis oui, mais attends, je peux pas venir à la réunion, faire du son, faire ça, organiser. Et du coup, on passe là sur un poste plutôt qui devient ce qu'on appelle de la régie. Où là, on va prendre en charge. On va non plus, on va abandonner notre poste d'ingé son, mais on va plutôt organiser techniquement l'événement. D'accord. Voilà. Et dans sa globalité. Ok. D'accord. Et j'ai été amené très vite à faire un peu les deux. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question en me disant tiens, est-ce que ce serait pas bien que j'approfondisse cette partie-là. Et j'ai arrêté totalement tout en 2007-2008. Ok. Et je suis parti à Paris au CFPTS et j'ai fait la formation de directeur technique du spectacle vivant. Voilà, une formation, je fais 6 mois, qui était une formation diplômante de niveau 1. Et j'ai eu mon diplôme de directeur technique du spectacle vivant. D'accord. Tu ne travaillais pas en parallèle? Tu as vraiment fait cette formation d'un coup? Alors, malheureusement, si. Normalement, j'aurais pas dû. D'accord. Mais au moment de faire notre examen final et de monter notre gros dossier et tout, j'ai ma première méga belle tournée, on va dire nationale, qui est arrivée pile quand j'ai fait cette formation-là. D'accord. Et les gens au CFPTS m'ont dit clairement, écoute,
c'est vrai que c'est ton travail et quand tu vas ressortir, tu vas être obligé de continuer à le faire. Mm-hmm. Et ils m'ont dit, en revanche, pas de passe-droit. C'est-à-dire que ton examen, c'est le même. Tu rates des cours. Si tu rates des cours, bah, tu te démerdes. Et ton examen à la fin, ton dossier, c'est le même que tout le monde et basta. Mm-hmm. Et du coup, bah, j'ai fait mes cours. Et au moment de, et puis je suis parti dans toute la France faire une tournée magnifique que je regrette pas du tout. C'était laquelle toute de ma tournée? J'ai fait la tournée de Imouvrini avec 500 choristes. Ok. Où on a fait plein de choses et moi j'ai été responsable des retours du chœur des choristes et c'était une expérience mais géniale et l'équipe d'Imouvrini c'était génial et moi c'est la première fois où je faisais vraiment tout un tour et on a fait Bercy, on a fait toutes les dates, des dates françaises partout, c'était génial quoi. Sauf que j'en ai très peu profité parce que dans les peu de temps libre que j'avais, je passais mon temps à faire mon mémoire. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, mais bon après voilà, c'est tout, c'était un choix que j'ai fait et Bien à sûr. ce moment-là. T'avais quel âge? Voilà, c'est cool. Et c'était en 2008, j'avais 38. Ok. 38 ans. Voilà. Et puis du coup ensuite j'ai alterné pas mal entre la direction technique et j'ai toujours continué pour des prods ingénieurs du son. D'accord. Puis voilà, en fonction des événements. Ok. Et en quoi ça consiste alors, directeur technique? La direction technique, la direction technique va être de mettre en place de définir tous les besoins techniques nécessaires à la mise en œuvre d'un spectacle quelconque. D'accord. C'est-à-dire que et une fois que tout ça est défini, tout est mis en place, on passe la main au régisseur général qui, lui, sur site, est en charge de faire appliquer tout ce que nous, on a défini, d'accueillir les groupes. Voilà. Et nous, sur site, en règle générale, en tant que directeur technique, on est plutôt, quand l'événement a lieu, en charge du respect du public, de la sécurité de tout le monde, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est pareil, ça se cumule souvent, parce que dans certains cas, on est directeur technique et puis il n'y a pas de régisseur général le jour du spectacle. Tu prends le rôle de régisseur général le jour J, par exemple. D'accord. Tu vois. Mais c'est sympa, sauf que des fois c'est frustrant. Tu te dis, ce concert-là, j'aurais vraiment bien aimé faire le son, toi, c'est trop bien. Et puis toi, en fait, t'as géré tout, sauf te mettre derrière une console, quoi. Ok. Et les 3/4 du temps, ça se trouve, t'as même pas 2 secondes pour passer à la régie et écouter le concert 5 minutes, quoi. Ah ouais, c'est frustration. Ok. Ouais, frustration, oui et non, c'est un choix. Hein. On peut pas tout faire et voilà. Et c'est cool. Et entre tous ces métiers, qu'est-ce que tu aimes le plus, puisque c'est quand même un métier globalement de passionné, c'est un milieu où on doit être un minimum passionné parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'humain, c'est de l'énergie. Donc sans passion, t'es un peu pas dead, mais tu fonctionnes moins bien. Qu'est-ce qui te passionne encore? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand même faire du son, être sur la route en faisant du son. Voilà. Si j'ai un choix, c'est être sur la route, faire du son. Ou alors au studio chez moi à mixer les choses. Voilà. En premier, je dirais, si j'ai vraiment un choix à faire, c'est faire du son. Parce que il y a un côté concret différent qui dans la direction technique, c'est super intéressant. Mais on est dans du législatif, on est dans toutes des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est différent. Voilà. C'est moins artistique, on va dire. D'accord. Mais je renie pas ça. On prend aussi un super pied à avoir monté un projet d'enfer où il y a des difficultés énormes techniques parce qu'on doit accueillir des grues, des systèmes, des régies, des trucs de ouf. Et quand on voit que tout ça se met en place et que ça tourne et que c'est super, que le public rentre, que tout le monde est content, c'est aussi une satisfaction. Hein. Évidemment. Mais ça remplacera jamais le moment où tu es derrière ta console et que tu es dans la salle, le public est là et puis tout d'un coup, pouf, il y a le noir. Tu vois, ces petites secondes-là où là, il y a le début du concert, tu sais pas ce qui va se passer, tu te dis, voilà, est-ce que tout va bien, même si tu as tout checké, comment ça va sourire, comment ça va sonner avec le public dans la salle, l'artiste est en forme, pas en forme, où ça envoie, et puis hop, tu as les premiers applaudissements, les premiers cris et tout. Puis, ça c'est un truc qui est irremplaçable, je trouve. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est toujours le cri du public qui fait... les applaudissements, le cri du public et de voir les yeux des gens là
qui motive ça. Dans Imouvrini, la tournée, dans la tournée dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait une première partie du spectacle qui était sans les chœurs, et il y avait une énorme tenture qui séparait les chœurs du public. Personne ne voyait il y avait 500 choristes derrière, quoi. Et sur un titre, à un moment spécifique, le chef, paf, lève la main, et là, pouf, tout le rideau tombait, et les 500 voix commençaient en même temps. Et au début, tu regardes le chef, et après, tu regardes la tête des gens dans la salle. Et là, tu vois les yeux des gens qui découvrent ça, et tu te dis, voilà, c'est cool, quoi. C'est la magie. On a bien fait d'être là, et puis là, même si tu as galéré toute la journée parce qu'il s'est passé quoi que ce soit, c'est fini, c'est balayé tout de suite, quoi. Ouais. C'est ce qui est génial dans notre job. Je pense que je pourrais me mettre à pleurer à chaque début de concert. C'est effectivement le moment où il y a le noir. Tu sens cette espèce de boule de feu qui est partout, en fait, qui est dans toi, qui est chez les gens, c'est ça. Et les premiers faisceaux de lumière, le premier son qui arrive, mais j'en ai les larmes aux yeux, hein, c'est ça. Et je pourrais mettre à chialer d'être. Tu sais, c'est ce sentiment d'être. Il y a un truc toujours qui se passe je sais pas. À ce moment-là. C'est magique. C'est magique. C'est ce métier qui est comme ça et qui nous fait vivre, hein, quelque part. C'est cette magie là c'est cette magie et c'est ce sourire que, enfin, je trouve qu'on apporte aux gens, comme quelqu'un qui va passer un super moment parce que dans son assiette il a un truc merveilleux qui a été fait par un chef géant et que voilà, et je pense qu'un concert peut faire le même effet et toutes les petites mains qui ont participé, ils ont mis leur patte aussi, quel qu'il soit, quoi. Voilà. Sur une grosse tournée, sur un gros concert, il y a combien de personnes, il y a combien de petites mains passionnées en moyenne? C'est compliqué à dire parce que ça dépend tellement. Des fois, il peut y avoir des gros concerts où techniquement, ça ne nécessite pas, parce qu'il y a peut-être pas de décor, où la scène peut être une scène standard à la base, du coup, il y a un peu moins de personnel. Et quand il y a vraiment des gros événements, où il y a vraiment beaucoup de semis, si on est dans un stade ou les choses comme ça. Alors j'en ai fait peu, mais j'en ai fait quelques-uns. Là, les gens, ça va, il y a du personnel, ça va jusqu'à 150, 200 personnes, parce qu'il faut que ce soit rangé en 2 heures, parce que le lendemain ça repart ailleurs. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu le déroulement d'une tournée dans les grandes lignes? J'imagine que ça doit prendre des heures à expliquer un peu le déroulement, mais... Non. Non ? Non. Enfin, le déroulement d'une tournée, en règle générale, il y a un gros travail en amont, justement, de direction technique, de création, de lumière, de son. Tout le monde se partage un petit peu ses avis pour pouvoir faire tout rentrer. Il y a une création de décor. Il peut y avoir, en fonction des artistes, une création de décor. Donc, il faut coordonner tout ça pour être sûr que ça rentre et que ça rentre pas dans trop de camions parce que ça va coûter trop cher, et comment on peut minimiser, et que ce soit moins lourd parce qu'on peut plus accrocher, parce que si on veut rentrer partout, il faut que les poids faut pas dépasser certains poids, certains systèmes d'accroche. On peut prévoir plein de spectacles, mais s'il faut 400 personnes pour tout installer, financièrement ce sera plus non plus rentable. Il y a tout ce travail-là à faire en amont. Ok. Et après, une fois que tout le monde est d'accord là-dessus, après, on travaille en date par date, où là, la fiche technique qui a été définie est envoyée à tous les promoteurs locaux. Par exemple, à chaque fois qu'on fait un concert quelque part, il y a ce qu'on appelle un promoteur local, c'est-à-dire qu'il y a une société, un prestataire local, producteur de spectacles qui t'accueille et qui t'aide à mettre en place ton événement, quoi. Et là, sur ces prestataires-là, ils ont aussi des régisseurs, des directeurs techniques. Il y a aussi des spécialistes dans chaque lieu, c'est obligatoire. Chaque lieu, maintenant, ont leur propre personnel d'accroche, pour être sûr. Et ce qu'on appelle les rigueurs, c'est les gens qui vont être en charge de mettre de fixer tous les moteurs qui vont permettre d'accrocher et de lever le son, la lumière, le décor, les murs de LED, ainsi de suite. Donc ça, c'est un métier qui est quand même qui nécessite quand même pas mal de connaissances, parce que
Et on accroche beaucoup de poids au-dessus de la tête des gens, au-dessus des artistes. Ça se fait pas n'importe comment, ça doit se faire dans les règles de l'art, en respectant tout un tas de choses. Et voilà, donc l'adaptation, les charpentes de toutes les salles ne sont pas les mêmes. Donc, avant qu'on arrive, tous ces plans-là ont été adaptés en salle par salle pour que le matin, quand on arrive, tout soit prêt. D'accord. Et nous, en règle générale, ça se passe d'une façon simple. La veille d'un concert, alors en fonction des artistes, c'est pareil, ça dépend, parce que dans certains cas, on peut voyager tout simplement en train, par le jour même, et hop, chacun part de sa ville. Tout le monde n'habite pas Paris, donc chacun part de sa ville et on se retrouve sur place. Ou alors, si c'est sur des tournées un petit peu plus grosses, ou des lieux un peu plus loin, on part en tourbus. Donc là, en règle générale, c'est la veille au soir. Si on a un concert le samedi, le rendez-vous, c'est le vendredi soir tard, vers 10h. D'accord. Tout le monde monte dans le bus au point de ralliement. On dort dans le bus. Et voilà, c'est parti. Alors, en fonction, pareil, de l'ampleur du spectacle, une partie de l'équipe va commencer dès 8h ou 7h30 pour justement faire en premier les points d'accroche. Après 8h, une certaine partie de l'équipe attaque, et ainsi de suite, pour que tout soit monté et tout soit prêt bien avant l'ouverture du public. En règle générale, on a une grosse marge qui doit nous permettre d'anticiper un problème quelconque. Voilà. Si on se dit il nous faut 5 heures pour tout installer, on commence à 14h, parce que comme ça, du coup, on va manger à 19h et tout est bon, ça marchera jamais. D'accord. Parce qu'il y a toujours un moment où il y a une panne sur un truc, il y a un truc qui est en retard, il y a eu ceci, il y a cela, ça on peut pas faire, t'as vu, le plan, tu l'as pris à l'envers. J'exagère, mais voilà. Donc on est obligé de toujours commencer plus ou moins relativement tôt. C'est vrai qu'en tournée, on est sur des horaires, gros horaires malgré tout, quoi. Grosse amplitude horaire. Pas le choix. Et une fois que le concert est terminé, comment ça se passe ? Une fois que le concert est terminé, ça se passe plutôt bien. En fonction de... Tout le monde est content, ça va. Ouais, pas tout le temps. Hein. Des fois, il y a des débriefs où on dit oula, là j'ai merdé, là t'as merdé, là faut qu'on refasse autrement demain parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais non, en règle générale, ça se passe relativement simplement. Si tu es accueilli, c'est très simple. Moi, quand je fais du son et qu'on est accueilli, en règle générale, on n'a pas de matériel avec nous à part une valise avec 2-3 ordi et des choses comme ça. Donc, le remballage, ça se fait relativement vite. D'accord. Et après, si on est en tournée, au minimum, on accompagne un petit peu de rangement de sa console, 2-3 bricoles. Et puis après, il y a des équipes qui sont là pour ranger. Mais quoi qu'il en soit, tu es obligé d'attendre que toute ton équipe technique est finie. Que tant que c'est pas fini, on remonte pas. Enfin, le bus repart pas, de toute façon. Donc voilà, tu vas prendre ta petite douche et puis tout le monde monte dans le bus et puis c'est parti pour la date suivante. Le gros avantage du tourbus, c'est que même si tu finis à Lyon, la veille au soir, le lendemain matin, tu peux très bien être à Auxerre ou être je sais pas où, sans te galérer en train. Où là, ça peut être un peu compliqué. Alors les deux sont bien. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien le bus, mais j'aime bien le train aussi. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le rôle du tour manager, puisque tu m'as envoyé ton CV très gentiment et je vois que tu as fait le Slimane Tour en tant que tour manager. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Je suis en train de le faire la même chose là pour les Kids United qui vont repartir là sur la route. Ce métier, en gros, tu prends en charge tu prends en charge la tournée. Donc tu te charges de la gérer techniquement, de gérer les transports du matériel, de gérer les prestataires techniques que tu as besoin, les poids lourds, de gérer les transports de chacun. Est-ce qu'on prend du tourbus ? Est-ce qu'on prend des trains ? Des fois, c'est des mélanges de tourbus, de trains, de voitures pour les artistes, d'hôtels. Il y a des gens qui sont dans le bus, mais il y a des gens qui sont à l'hôtel, il y a des gens qui vont reprendre le train. Tu dois tout gérer, en gros. D'accord. Voilà. À peu de choses près. Voilà. Alors, tu gères tout, mais tu as toujours différents étages avec toi. En général, tu es un tour manager, mais tu es censé avoir un régisseur général, tu es censé avoir un régisseur plateau, voilà. Il y a une hiérarchie, on va dire, de personnes. Tu travailles pas tout seul. D'accord. Puisque tu as différentes casquettes, est-ce que tu arrives à avoir le rôle auquel tu dois être ? Quand tu es tour manager, tu es que tour manager ? Ah ouais. Okay. Ah oui, parce que là, tu es sans arrêt sollicité, tu es un peu la nounou en même temps de tout le monde, tu te charges autant des artistes que d'une partie technique. Non, tu peux pas.
Tu peux D'accord. pas. Et Alors donc, certains artistes, oui, pardon. non, dis-moi, vas-y. Je disais certains artistes, on peut faire régie, on fait régie et son par exemple. Parce que là, bah voilà, quand tu arrives sur la date, en règle générale, tout est prêt. Tu as un peu le temps t'as un peu le temps. T'as voyagé en règle générale plutôt en train. T'as envoyé ta fiche technique, ce qui veut dire que quand tu arrives, tout a dû être installé en fonction des préconisations que tu as envoyées. Mhm. Donc tu as un peu plus le temps. Maintenant, sur des grosses tournées comme ça, tu peux pas cumuler les jobs, c'est impossible. C'est impossible parce que imagine en plein show s'il y a un sac quelconque que tu dois gérer, tu fais comment? Tu t'en vas de la console et puis tu dis bon bah ça, Mhm. voilà, on se débrouille. Tu vois, c'est un petit peu Non, bien compliqué et sûr. surtout c'est chronophage, donc enfin voilà, si c'est sectorisé, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que bah, tu peux pas, hein, c'est chacun son job. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose que tu comprends et Non, que tu vis c'est surtout totalement. bah ouais, mais c'est surtout quelque chose que j'accepte. Ok. Je veux dire, quand on te demande quand on te demande pour être tour manager, si tu te dis j'ai pas envie de le faire et que tu le fais quand même, enfin, faut pas le faire, quoi. Bien Faut faire autre sûr. chose. Ok. Et, et les différentes personnes qui te contactent pour travailler sur du concert, des événements, ils te disent à chaque fois, bon alors du coup, là je te veux en tour manager, ou là je te veux en directeur, ou là je te veux en régie, ou là je te veux en ingé. Enfin, ils savent très bien à Ouais, chaque fois pourquoi ils veulent quelque chose. ouais, parce en règle générale, sauf exception, au bout d'un moment, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour j'allais dire, de nos clients entre guillemets, Mhm. les gens qui nous connaissent, que ce soit des artistes, des productions, ainsi de suite. Ils savent pourquoi ils veulent nous employer. Alors moi, D'accord. j'ai certaines personnes qui me disent, bah tiens, sur ce projet-là, je préférerais que tu sois en sondier, sur ce projet-là, je préférerais que tu sois en ça. Voilà, Mhm. et après, il y a des gens qui t'appellent parce que on a parlé de toi parce que tu as fait du son, ou on a parlé de toi parce que tu étais directeur technique d'un festival ou d'un événement quelconque, et c'est par rapport à ça qu'on revient vers toi. D'accord. Donc ta tâche, elle va se faire automatiquement, euh, bah ouais, effectivement, par rapport à la demande du client, j'allais dire. Mhm. Voilà. Au début, tu disais que ça se faisait pas avant d'aller dans une entreprise puis dans une autre. Aujourd'hui, tu travailles avec toutes les entreprises du Oui, spectacle, par exemple? aujourd'hui, ouais. Oui, Ok. aujourd'hui, on travaille un peu avec toutes les entreprises du spectacle. Et moi aussi, de par ma fonction, je suis obligé de côtoyer toutes les entreprises du spectacle. Alors déjà, Mhm. tu les côtoies parce que quand tu es sur la route avec un artiste, tu peux être accueilli par n'importe quelle société de prestation partout en France. Mhm. D'accord? Et aussi parce que, en tant que directeur de production ou directeur technique, bah, tu dois, toi aussi, demander des devis pour monter ta tournée. D'accord. Et tes devis, bah, tu les montes, tu demandes pas à une seule boîte, quoi. Tu es obligé de faire une mise en concurrence, euh, on va dire, ne serait-ce que éthique de toute façon, parce que tu peux pas, voilà, tu peux pas faire ton travail en demandant qu'un seul devis. Mhm. C'est pas logique. C'est pas logique. Tu te dois de proposer à ton directeur de production ou au boss qui te file la mission, lui dire, bah voilà, j'ai contacté un tel, voilà les devis, Mhm. on en est là, on est là. Enfin, Mhm. voilà, c'est normal, hein. Oui, bien sûr. Même si les gens te font confiance, je pense que c'est pas bon de. Voilà, faut faire travailler tout le monde. Il y a des événements sur lesquels je fais travailler. Enfin, j'ai plusieurs sociétés de prestations avec qui j'allais dire, je m'entends bien, et en fonction du job, et ben, je sais que ce sera mieux de le faire avec telle personne, ou ce sera mieux de le faire avec telle personne, ou mieux de le faire avec telle personne. Ok. Voilà. Puis de D'accord. temps en temps aussi, tout simplement, bah, si tu peux, tu partages un petit peu, parce que tout le monde des fois a besoin de manger aussi, et dans certains projets, tout le monde est un petit peu au même prix. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis bon bah, eh ben, tu peux peut-être aussi rendre l'appareil à un moment donné, ou Bien alors, sûr. ou au-delà de ça, tout simplement dire bah voilà, il faut équilibrer un petit peu tout ça, quoi. Mhm. On en revient à la relation, on en revient aux rencontres et on en revient à Ouais, la passion, hein, de toute manière, hein. ouais, et puis aussi, il y a une gestion différente quand tu es sur de l'argent public et quand tu es sur de l'argent privé. Mhm. Quand tu travailles pour un festival, ou ou pour une mairie, ou des champs comme ça, où tu es sur de l'argent public, Mhm. bah, c'est sûr que tu te dois aussi de travailler différemment. Quand je dis différemment, c'est que euh, si possible, pour moi, Mhm. euh, quand une mairie te demande un projet, bah, si tu peux faire travailler en priorité les gens qui sont
dans cette ville-là, bien sûr, ou pas loin, ou choses comme ça, ben, j'estime que c'est un petit peu normal. Après, c'est pas toujours possible. Parce que c'est sûr que quand toi, tu travailles avec certains prestataires à qui tu dis, tu donnes 40, 50 événements à l'année, ben, c'est sûr que tu n'as pas les mêmes tarifs que quelqu'un à qui tu vas t'adresser pour un seul concert et que tu reverras peut-être plus jamais de ta vie. Bien sûr. Donc c'est pas toujours simple. D'accord. Quel a été le concert ou l'événement dont tu as été le plus fier, où tu as senti cette magie-là, où c'était pour toi, pas l'aboutissement, mais putain, je suis là pour ça et c'est juste ma place. Quoi. C'est trop bien. Je pense que on dirait, c'est compliqué à dire parce que c'est compliqué à dire. Je pense que en direction technique, je pense que c'est un événement qui a lieu en Lorraine tous les 2 ans depuis quelques années là, qui s'appelle les 2000 choristes. Comme son nom l'indique, c'est 2000 choristes avec un orchestre symphonique, avec plein de solistes, plein de chanteurs. On a eu tout le monde. Je te parlais d'Imo Vreni tout à l'heure, mais il y a eu Fiori, il y a eu Yannick Noah, il y a eu Miro, il y a eu des tonnes de gens qui viennent chanter avec 2000 choristes et l'orchestre symphonique. C'est énorme. Et j'ai été à la naissance de ça, c'est-à-dire que là, on part de la feuille blanche, vraiment de la feuille blanche, en se disant ça n'a jamais été fait, donc qu'est-ce qu'on fait, comment, en son, en lumière, en scène, en tout, en accueil, parce que des 2000 personnes, on a en moyenne 2000 plus orchestre symphonique plus les gens qui travaillent, on est à 2100 personnes. T'imagines, c'est déjà plus que le public de tout un tas de spectacles, quoi. Bah ouais. Voilà. Et donc ton rôle, c'est de tout préparer ça, d'accueillir. Et ça, c'est vrai que quand j'ai eu la chance de le faire 34 ans, ça, et surtout de le créer, ça c'était quand même un super souvenir. D'accord. Ça, c'était quand même chouette. Voilà. Et en tant que spectateur, t'apprécies toujours autant ? Oui et non. J'arrive encore à prendre du recul, mais des fois, c'est difficile. En règle générale, quand l'artiste est bon, tu te fais emporter, puis même si 2 secondes avant, tu es en train de regarder, tiens, il y a un truc caché là, tu sais, voilà, va y avoir du cotillon, va y avoir de l'artifice, ou va y avoir ça, ou tiens, ça va s'ouvrir, à mon avis. Enfin, tu vois, tu as un œil qui fait que tu as des indices, mais très rapidement, si ça joue, si comme c'est le cas de quasiment souvent, un artiste sur scène, c'est toujours bien, tu t'es pris dedans, et puis voilà. Alors après, c'est vrai que on en fait tellement que c'est difficile, mais moi j'ai toujours cette sensation que n'importe quel artiste sur scène, ça peut être bien. Un artiste qu'on connaît pas sur scène, si c'est bien fait, si ça joue, si quand je dis si ça joue, c'est une sorte de magie. C'est pas souvent c'est pas parce que c'est les meilleurs musiciens que ça va être super, hein. Des fois il y a des groupes qui sont, c'est peut-être pas les meilleurs au monde, mais voilà, il se passe un truc et c'est vachement bien. Voilà, c'est super. Okay. Voilà, non, j'ai vu des trucs super qui m'ont plu, des petits trucs, j'ai vu des tout petits trucs que j'ai trouvé vachement bien. Et puis des fois, tu fais des shows, tu vas dans des shows énormes, et puis tu te dis, ouais, c'est chouette. Puis des fois, tu as des shows énormes et tu te dis, c'est rare, mais ça arrive, et tu te dis, mais alors pourquoi tout ça, là ? Pourquoi tout ça ? Tu comprends pas. Il y a des fois des débauches de techniques dans tous les sens et qui n'apportent rien artistiquement, en fait. Et ça, je trouve ça dommage, en revanche. Mettre des écrans pour mettre des écrans, des fois, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais à une époque, c'était la grande mode. Du coup, tout le monde mettait des écrans, sauf qu'à l'intérieur des écrans, c'était des boucles vidéo standard que tout le monde a sur son ordi, j'allais dire, j'exagère un peu. Je pense qu'un élément de décor, une vidéo, une image, elle doit apporter quelque chose au contenu artistique. Bien sûr. Voilà. Et même comme un son, une réverb, ou une couleur de projecteur, ou une taille de faisceau, en lumière, ça, c'est jamais gratuit. C'est là pour accentuer un contenu artistique. Si c'est fait pour se faire plaisir, pour que le mec à lumière se fasse plaisir, ou que le mec au son il soit content, il exploite tout ce qu'il a dans sa console pour se dire, ah, ça je m'en suis pas servi, tiens, je vais faire un petit coup de couette là à ce moment-là parce que j'en ai un.
Ben voilà, enfin, je pense qu'il faut jamais perdre ça. C'est qu'on est là au service du mec avec sa guitare ou de la chanteuse d'un groupe complet. Enfin, c'est là au service de ça. Et je pense que des fois, là où j'ai été déçu, c'est souvent quand justement il n'y a plus ce lien-là. De temps en temps, ça arrive où je trouve que la technique ne sert plus l'artiste. Là, on dépasse. On a un concert de technique. Et ça, je trouve ça. Trop. Ça, c'est un peu. Ouais, c'est fatigant. Je trouve que ça dessert tout, quoi, en fait. Parce qu'en fait, tu es là pour écouter des textes, pour écouter de la musique, pour qu'il se passe quelque chose. Et du coup, ça t'emporte plus, même si tu as les plus beaux écrans du monde, les plus gros drones, les plus gros ce que tu veux, qui viennent de sortir. Parce que c'est aussi, il y a un effet de mode aussi, hein, à un moment donné, dans notre métier, il faut qu'on ait ce qui vient de sortir. Ouais, des fois, je trouve que c'est pas judicieux, mais bon. Ça ne reste que mon petit avis. Qui est tout aussi important. Ouais, je sais pas, mais c'en est un. Est-ce que c'est celui de tout le monde? Je ne sais pas, mais c'en est un. J'ai quelques questions. Non. Et non, tu veux plus. Tu veux plus répondre. Si. Parce que les auditeurs de ce podcast sont des artistes et des professionnels qui sont en train de se développer ou qui ont envie d'apprendre du parcours et de l'expérience des personnes qui sont en train de papoter avec moi. C'est pas juste pour faire joli. Moi, j'aimerais savoir comment je vais pouvoir me formuler ça. Parle sans crainte. Ouais, non mais j'ai même pas peur. Comment est-ce qu'on peut débuter sur scène techniquement? Est-ce qu'on doit tout de suite investir dans du matos de ouf? Est-ce qu'il faut immédiatement s'entourer d'un ingé son ou d'un régisseur? Ou comment est-ce qu'on se lance sur scène? Alors là, tu me parles d'un point de vue d'un artiste. Oui. Hein, on est d'accord? Oui. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est difficile parce que moi, j'ai rencontré des artistes qui ont besoin de personne. Je bosse avec certains artistes, les mecs, ils ont l'oreille, ils ont les yeux, ils ont la voix, ils jouent de tous les instruments, ils composent, ils entendent tout. Enfin, t'as des gens qui sont incroyables, d'accord? Et après, t'as des gens qui sont super, mais qui sont, par exemple, juste interprètes. D'accord? C'est pas eux qui composent. Après, t'as des gens qui sont auteurs-compositeurs. Donc, musicalement, les mecs, ils maîtrisent un peu, et ainsi de suite. Et donc, il y a différents niveaux d'intervention en fonction des gens, on va dire, déjà. D'accord. Je pense. Mais, comment ça se passe? Ben, souvent, ça se passe d'une façon super simple. Hein. L'artiste, il fait un premier concert, un deuxième concert, et puis tout d'un coup, ça se passe bien avec un ingé son avec lequel il a travaillé. Ben, il va discuter avec lui, il va lui dire, ah, ben, écoute, c'était cool, je me suis bien entendu. A priori, le son était chouette dans la salle. Moi, j'aimais bien ce que tu as fait. Et puis voilà, puis les premiers contacts se font comme ça. Et puis, si tu peux commencer à suivre un peu l'artiste, conseiller, enfin, voilà, ça se fait comme ça. Après, se prendre tout de suite un ingé son directement, je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a un réel besoin aussi? Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. On retombe dans une histoire de coût. Bien sûr. On retombe dans une histoire de coût. Quand tu me dis du développement, le problème quand tu es en développement, c'est que déjà, chaque coût est compté. Voilà, tu as de l'argent pour rien. Donc, si en plus tu dis, bah, on met aussi un mec qui fait du son sur la route, ça veut dire que ça va coûter tant de thunes, plus son train, plus l'hôtel, son dodo, plus tout ce qu'il faut, entre les VHR et tout ça, ça a vite un coût. Alors, est-ce que c'est justifié tout de suite? Je ne sais pas. Après, si, comme on disait tout à l'heure, artistiquement, il y a un vrai travail parce que ça nécessite de la synchro avec de la lumière, avec des tops spécifiques ou un décor un peu spécial enfin, s'il y a des choses qui nécessitent vraiment d'avoir un technicien même polyvalent sur la route, je pense que c'est un vrai plus. Parce que qu'est-ce que c'est dur pour un artiste tout seul, où le mec, il doit s'occuper de sa guitare, s'occuper des gens, s'occuper de sa loge, s'occuper de son truc. On peut le faire, mais à un moment donné, si on peut délester les artistes de tous ces problèmes-là, pour que eux, ils soient au moment où justement ils vont rencontrer leur public,
les délester de tous ces problèmes-là, c'est quand même plutôt bien. Mais, comme d'hab, ça a un coût. Voilà, Ou alors c'est le manager qui s'en occupe. Oui, alors après, un manager, est-ce que c'est un ingénieur du son? Est-ce que c'est un régisseur? Est-ce que c'est... Une fois de plus, on a aussi le problème que, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait ce métier-là, pour certains, c'est les meilleurs et ils ont pas un seul diplôme. Tu vois, donc tout le monde peut faire tout, mais ça a aussi certaines limites, quoi. Un manager, son travail, c'est plutôt de dire, si je veux manager correctement mon artiste, c'est effectivement, peut-être que là, il y a un manque et que là, il faut pallier à quelque chose. Et dans ces cas-là, je trouve un régisseur polyvalent qui va être capable de driver une équipe de lumière et de dire, pendant que je fais le son, je te donne des tops pour te dire les débuts de morceaux, les fins de morceaux, l'esthétique de chaque titre, mettre une fiche technique un peu cohérente, un peu professionnelle aussi, créer ce genre de choses. Effectivement, ça, c'est des outils indispensables. Mais une fois de plus, on est confronté au fait que ça ait un coût. Et voilà, après, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a toujours des jeunes en formation, en formation ou en fin de formation, qui sont bons, mais qui n'ont pas encore d'artistes ou qui n'ont pas encore de prestataires et qui sont contents de pouvoir débuter des projets et de s'investir dans des choses. Okay. Mais c'est vrai que le manager a ses limites. Bien sûr. Parce que dans ces cas-là, on va te dire, attends, on prend un sondier, puis c'est le sondier qui fait manager. Non, mais on va me dire, non, manager, manager, ça s'improvise pas, s'occuper de son artiste et le développer. C'est un vrai métier aussi, quoi. Absolument. C'est un vrai métier. Est-ce que c'est primordial aussi de s'équiper avec, comme tu disais, les oreillettes retour? J'ose pas prononcer le mot. Et les ear monitors? Voilà. Alors, un grand débat. Tu me parlais d'équipement tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi là-dessus. Moi, je pense qu'un minimum d'équipement, quand tu débutes, c'est bien. Alors, quand je dis un minimum d'équipement, c'est plus pour peut-être du travail perso à la maison, des choses comme ça. D'accord. Plutôt sur une partie studio, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas dans toutes les salles. Depuis l'avènement des consoles numériques, toutes les salles maintenant, ils ont au minimum une petite console numérique, une petite diff qui est pas trop mal, et ce genre de choses. Quasiment tout le temps. Ce qui peut manquer, effectivement, c'est quelques bons micros, où les micros, ils sont rincés, ils les ont depuis 20 ans, ils les changeront pas parce qu'ils les changeront pas. Donc, effectivement, avoir quelques micros spécifiques qu'on rencontre pas souvent et que c'est un peu important dans la musique qu'on fait parce que l'artiste a tel ou tel instrument de musique et on trouve pas souvent le capteur adapté à ça. Dans ces cas-là, moi, je conseille effectivement, ça peut être un bon investissement pour te dire, l'instrument principal de ton chanteur ou de ton soliste de ton groupe, il faut qu'il soit repris correctement. Bien sûr. Donc, effectivement, là, je pense qu'il y a une petite part au niveau de la production ou au niveau du chanteur ou d'un choix commun de se dire, ok, je tourne avec toi. Quand je suis avec toi, j'ai le kit micro qui va avec toi. Comme ça va aussi faire que ce mec-là, il va aussi du coup être un petit peu privilégié par l'artiste en disant c'est cool, ce mec-là, ça se passe bien avec lui. En plus, il vient, il a les 2-3 micros qui me manquent. Autant que je travaille avec lui. Bien sûr. Et ça montre aussi une idée de s'investir. Donc ça c'est important. Ça c'est important. Après, acheter de l'énorme matos là maintenant, je parle en live, je suis pas sûr que ce soit utile. Hormis des systèmes de mesure, par exemple, effectivement, ça c'est toujours important pour un mec qui fait du son, avoir quelques interfaces, son système de mesure pour vérifier les systèmes, faire du calage système s'il y a besoin, tout ce genre de choses, ça me paraît indispensable quand tu es sur la route, c'est d'avoir ça au minimum. Après, d'investir dans des trucs énormes, c'est compliqué. Okay. Ou alors peut-être une belle reverb ou des choses comme ça qui pourront lui servir aussi il travaille un petit peu chez lui. Mais après c'est pareil, si tu es en train, tu dois commencer à transporter des trucs dans tous les sens. Enfin, bien sûr. C'est un petit peu compliqué et surtout c'est un peu compliqué. Alors qu'un petit matériel de record qui va lui permettre par exemple d'enregistrer ses concerts et de pouvoir les mixer, de pouvoir retravailler son son chez lui, et de progresser, que ce soit avec cet artiste-là ou un autre, d'avoir de la matière à mixer pour travailler à la maison, ça, je pense que c'est un outil un peu important. Surtout que maintenant,
surtout que maintenant, avec un câble USB ou un RJ45, on arrive quasiment avec toutes les consoles à enregistrer en multipiste nos concerts. Mm-hmm. Je veux dire, je pense que ça, c'est des choses qui sont pas mal. Est-ce que tu pourras me donner quelques infos sur du matériel précis, des choses que tu pourrais conseiller, que je pourrais mettre en lien d'épisode? Des marques, des modèles? Non, je peux rien te donner. Pourquoi? Parce que tout simplement. Pas des choses que tu travailles forcément? Si, mais j'allais dire, c'est comme en cuisine. Je veux dire, en cuisine, il n'y a pas un couteau qui est bon et un couteau qui est pas bon. Oui. Tu es obligé d'avoir 10, 15, 20 couteaux. Si tu fais du poisson, tu n'auras pas le même que si tu fais une viande rouge et tu n'auras pas le même que si tu fais une viande blanche, ainsi de suite. Donc, dans certains cas, telle marque ou tel modèle va être génial. D'accord? Et dans d'autres cas, c'est pas que c'est pas pour d'autres, mais ça pourrait être plus adapté. Bien sûr. Si tu es contente d'avoir une Ferrari, sauf que si je te dis, bah ouais, ok, t'as une Ferrari, mais c'est le Paris-Dakar qu'on fait. Tu vas dire merde. Ma Ferrari. Ouais, ma Ferrari, j'ai une Ferrari. Alors dans le son, c'est pareil. Tu peux avoir une Digico, une SSL, une console de la mort, et en revanche, tu es obligé de repartir à zéro parce qu'il y a un souci, tu peux pas mettre ta clé dedans. Dans certains cas, c'est peut-être plus facile. D'autres systèmes, peut-être de facture moins importante, peuvent aller peut-être beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficaces que ta Ferrari dans ce cas-là. Et puis peut-être aussi, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que tout a un coût. Mm-hmm. Tout a un coût et que après quand tu dis à ta prod, moi je veux ça comme console, puis le mec il te dit attends, tu te rends compte, ça c'est 1 500 € la date et on fait 40 dates, donc t'as pas moyen là de faire ça avec telle console parce que ça fera le job, mais bon, celle-là, on peut l'avoir à 500 balles, quoi. Donc 500 balles fois 40 dates, t'imagines l'économie? C'est clair. Il y a ça aussi. Aussi. Et de toute façon, moi, il y a un truc, je pense, important, hyper important. C'est bien, on met des clés dans les consoles, c'est génial, on a un gros gain de temps, c'est super et tout. Sauf que notre métier, c'est pas de mettre des clés dans les consoles. Bien sûr. Notre métier, c'est de faire du son. Donc, à un moment donné, je pense que c'est très bien de connaître un peu tout, de se tenir au courant. On peut pas être à l'aise dans tout. Moi, je vois, j'ai des consoles sur lesquelles j'ai encore plein de lacunes parce que je les rencontre peu. Et du coup, quand tu retournes, quand tu la récupères, quand tu l'as une fois sur un show, tu te dis, oh, galère, comment on fait ça? Je me souviens plus. Mais souvent, tu es accueilli et tu as des gens qui sont là, qui t'aident, qui la connaissent et qui te redonnent des petits coups de main en disant, ah oui, attends, le raccourci, il est là, ou je te prépare ça, tiens, ça coûtera moins cher, tac, tac, tac. Et ça, c'est important. Tu peux pas toujours tout connaître, tu peux pas tout faire. En plus, moi qui cumule plusieurs tâches, des fois, tu peux pas passer ton temps. Une console, tu la connais quand tu l'as avec toi et que tu fais une tournée avec. Voilà, tu fais une tournée avec. Tu vis 3 mois, 4 mois avec elle, où tu as tout ton temps pour aller dedans, refaire des trucs, changer, machin et tout. Là, c'est bon, nickel. Après, tu as beau faire toutes les formations du monde. Si tu la touches une fois dans l'année, tu sais plus, c'est mort. Bien sûr. C'est tellement compliqué maintenant. En revanche, effectivement, comme on disait tout à l'heure, acheter des trucs qui te permettent d'être super polyvalent et de travailler autant chez toi que en concert, c'est vachement bien. Bien sûr. C'est vachement bien. Mais voilà. Alors après, te donner des marques ou des noms ou des choses, c'est super difficile parce que des marques, c'est toutes les marques que tout le monde connaît actuellement. Tout est bien et après, tu as les goûts et les couleurs et les tarifs. Est-ce que toi, tu veux en faire, C'est bien pareil. Sûr. Et demain, tu te dis, il y a un seuil de rentabilité aussi à avoir. Si tu te dis, moi, je fais un petit studio à la maison et que tu commences à te mettre 1 million d'euros de matos dans ta maison, de toute façon, si personne te connaît, qui va venir enregistrer chez toi et à quel prix? Bah oui. Tu vois? Et à quel prix? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et souvent, tu te fais plutôt plaisir que calculer un seuil de rentabilité. C'est un peu le souci dans notre métier. Et surtout quand tu débutes, tu as envie de tout acheter. Tu fais, je suis passé par là. Comme je t'ai dit, moi j'ai fait un crédit. Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toute cette ouverture, il n'y avait pas toute cette disponibilité à tout le monde partout, dans toutes les salles qu'il y a maintenant. Tu vois
si tu n'avais pas, tu pouvais pas toucher, tu pouvais pas avoir, tu pouvais pas te former. Enfin, c'était plus compliqué. Mais voilà, mais je pense qu'il y a des outils que tu te sers tous les jours sans arrêt. Bah, ceux-là, effectivement, il faut que tu les aies. Les outils de mesure, quelques adaptateurs, ouais, du micro de mesure, peut-être un bon ordi avec une super bonne carte son, en plus des cartes son, on va dire, informatiques maintenant, oui. qui fonctionnent directement avec ton ordi RJ45. Que tu sois prêt à enregistrer tes concerts, à écouter. Je pense que ça, c'est important. Moi, j'enregistre toujours mes concerts, quels qu'ils soient, et je les écoute, et puis je me dis, putain, là, c'est bien. Oh, ça, c'était... Ok. Ah, j'ai raté ça. Oh. Et je pense qu'il faut garder un sens critique. Ça, c'est important. Et puis de faire écouter. Puis quand les gens écoutent, de faire écouter aussi, avoir les retours des musiciens, enfin, de échanger. Je pense que, une fois de plus, hein, c'est un métier d'échange. Hein. Mm-hmm. Bien sûr. Je pense. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaitent faire l'un de tes métiers? Maintenant, vous avez la chance d'avoir des vraies formations qui sont super partout. Il y en a plein. Il y en a des tonnes. Partout en France. Il y en a des tonnes. Je pense que c'est un vrai bon début parce que ça va permettre déjà d'asseoir ce que moi j'ai pas pu faire. Ça va permettre d'asseoir pas mal de connaissances de base et de commencer directement comme il faut. D'accord? Et pas au bout de 5 ans de se dire ah putain mais en fait ça fait 5 ans que je le fais à l'envers. C'est pas ça, parce que t'es autodidacte, il y a des limites à ça. Donc maintenant je pense qu'il faut pas hésiter. En plus il y a des formations qui sont diplômantes, c'est pas comme avant où on disait tu fais ça et puis de toute façon t'auras pas de niveau, tu sors t'as pas de niveau reconnu dans rien. Maintenant elles sont diplômantes les formations, c'est vachement bien. Donc faut se former, faut rencontrer les gens, faut discuter, faut regarder les autres faire, c'est un bonheur. Moi, ce que j'ai pas pu faire quand j'étais jeune, comme je te disais tout à l'heure, où heureusement et malheureusement, j'ai mixé tout de suite. Moi, maintenant, quand je suis dans des festivals ou quand je suis avec d'autres groupes, des fois c'est éco-plateau et choses comme ça, j'adore passer du temps à regarder comment mixe mon collègue, comment il aborde lui le son du groupe dont il s'occupe. Enfin, tu vois, je pense que la curiosité, elle doit être là tout le temps, quoi. Je pense, et puis surtout écouter de la musique, écouter plein de trucs, pas rester pas dans j'aime ça alors j'écoute ça. Notre métier il est pas là. Notre métier il est un coup on t'appelle pour faire un chef d'État, après on t'appelle pour faire du blues, après on t'appelle pour faire de la variété, après on appelle pour faire du rock, après on t'appelle pour faire du métal. Enfin, et il faut savoir le faire. Bien sûr. Quand je dis il faut savoir le faire, voilà, sans prétention, il faut traiter le son. Il faut avoir un peu de culture pour savoir dans quel type de musique. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent que ce soit mix au studio ou quand j'ai un groupe à faire avec qui j'ai pas travaillé, enfin que je connais pas ou des choses comme ça. J'écoute des choses. Je me dis tiens ça j'avais bien aimé, ça se rapproche de tel truc que j'ai écouté. Voilà, j'écoute des choses. On parlait de cuisine tout à l'heure, c'est pareil. Si tu sais que tu vas faire telle ou telle recette, si tu fais un bœuf bourguignon, bah, tu peux regarder 5-6 recettes différentes de bœuf bourguignon, comme ça tu vas te dire, ah lui il met ça, ah lui il a mis ça, ah bah, je sais pas, moi je le sens plus comme ça. Puis je pense que c'est important d'écouter. Là c'est un peu ce que je fais en ce moment. Je profite quand j'ai pas le nez dans mon Pro Tools, je profite pour faire de la prod en écoutant plein de choses. Okay. C'est ça qui est bien avec une femme et des gamins. Quand tu demandes à ton gamin, tiens, qu'est-ce que t'aimes bien en ce moment, hop, et on va écouter l'album de ce mec-là ou de cette fille-là. Ma femme, pareil. Ah bah tiens, il y a ça. Hop, et j'écoute des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Je saute du Coca Light, dirait l'autre. Et c'est génial parce qu'on découvre des trucs, des trucs super, quoi. Ok. Faut être curieux, faut garder la curiosité. Hein. Je pense que, en plus maintenant, en termes de curiosité, maintenant il y a un accès qui est génial, qui est YouTube et tout ça, c'est super. Tu tombes sur un truc qui dit oh putain c'est super ça. Putain j'aurais jamais pensé à le faire comme ça. Et puis voilà, et t'as passé tes 10 minutes à être curieux et puis t'as appris un truc. Absolument. Moi je le fais maintenant. Je vois tous les
je vois sur Facebook tous mes collègues là qui sont partout et je vois passer des tutos, je vois passer des trucs, des infos. J'ai pas le temps, alors je me les mets de côté. Puis de temps en temps, où je vois un lien, je dis tiens, ça a l'air intéressant ça. Puis au bout d'un moment, tu sais qui a mis le lien, donc tu te dis bon voilà, il y a pas de doute là-dessus. Et puis tu passes des fois un quart d'heure, une demi-heure à écouter une petite conférence d'un mec qui va te parler d'acoustique, qui va te parler de ceci, qui va te parler de cela, et qui réveille en toi des choses ou qui te rappelle des choses que tu as vues il y a longtemps et tu fais une petite remise à jour, c'est bien. Je pense que c'est important ça. Mais la formation, il faut se former. Se former, rencontrer, écouter, être curieux. Être curieux. Mais comme dans tous les jobs. Absolument. Dans tous les jobs, tu peux faire n'importe quel métier. Si tu restes enfermé sur toi-même, sauf si tu es un dieu dans ton domaine et que là, tu as cette chance-là, ce qui n'est pas mon cas. Et tu te dis, ce n'est pas le mien non plus. Tu te dis, c'est génial, je fais un truc, je suis le meilleur dans ce que je fais, et puis tout le monde m'appelle pour ce que je fais là, donc effectivement, c'est peut-être pas utile d'aller chercher autre chose. Éventuellement, tu perfectionnes ce que tu fais déjà très bien. Mais ou alors tu transmets. Faut écouter. Ou alors tu transmets, mais il faut écouter. Et transmettre, c'est génial. Moi, j'ai appris tellement en transmettant, parce que ça t'oblige à aller. Il y a des tonnes de trucs. Comme je te disais, moi, j'étais autodidacte, et quand je me suis retrouvé à transmettre. Pour transmettre, il faut mettre les choses noir sur blanc quelque part. C'est ça. Tu vois ? Et là, tu te reposes mais des tonnes de questions dans des tonnes de choses, et puis sans compter toutes les questions qui arrivent des stagiaires. Et là, c'est limite un vrai partage par moment la formation, je trouve. Oui. J'avais vraiment aimé ce côté-là. Moi. Mais ça, c'était avant. T'as arrêté ? Pourquoi ? Ouais, j'ai arrêté parce qu'on peut pas tout faire dans la vie. Oui. Et c'est une raison suffisante, voilà, oui. Donc, voilà, on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Et je l'ai fait 16 ans. Ok. Ça m'a super plu et voilà. Et à un moment donné, voilà, ça m'a aussi pris beaucoup de temps. Et quelque part maintenant, je me dis de trop parce que automatiquement, c'est du temps que t'as pas pour comme on vient de dire, pour te former, pour préparer des concerts, pour être dispo pour tourner. Quand un mec t'appelle, tu dis non, je peux pas, j'enseigne pendant un jour, pendant 2 jours. Mais bon, c'est le job. Je regrette pas du tout ces années, c'est génial. C'est une question de choix et de moment. Ouais, voilà, c'est ça. Dernière question, parce que je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Qu'est-ce que te réserve l'avenir ? Qu'est-ce que tu veux ? Vers quoi tu vas ? Question philosophique de la fin. Je l'innove, celle-ci, je l'ai jamais testée. Alors, moi, comme je t'ai dit, là, je vais avoir bientôt 50 ans. Moi, je vais te dire, si je peux aller jusqu'à la retraite, comme je suis actuellement, là, je demande pas plus, tout va bien. Ok. Tout va bien, voilà. Des concerts, qu'on sorte un peu de cette récession malheureusement obligatoire et pour lesquelles personne ne peut faire quoi que ce soit. Qu'on s'en sorte tous le mieux possible, autant d'un point de vue santé que technique que financier pour tout le monde, parce que là, je pense que il y a des choses qui vont être très très compliquées. Et voilà, et qu'on reprenne la route du sourire. Peut-être qu'on avance et qu'on consomme tous un peu différemment et qu'on utilise la planète un peu différemment, mais c'est mon côté utopiste, on va dire. Et voilà, ça, ce serait génial. Mais moi, si je suis comme ça jusqu'à la fin de mes jours, enfin les 15 prochaines années, c'est génial. Hein. Pas jusqu'à la fin de tes jours, au moins jusqu'à ta retraite. Non, voilà. Au moins jusqu'à ma retraite, ça serait bien. Alors après la retraite, est-ce qu'on peut arrêter ce métier-là ? Je ne sais pas si on peut arrêter ce métier-là vraiment totalement. Tu peux très bien être après reclus dans ton studio et faire du mix et faire de la prod et de la découverte. C'est ce que je développe là. J'ai le fait d'avoir déménagé il y a quelques années. Je développe maintenant la partie studio chez moi et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aimerais bien maintenant remettre un peu plus en avant, chose que j'ai pas fait hormis pour des prods avec qui je travaille déjà directement. Mais voilà, là, maintenant je vais essayer de faire beaucoup de e-mixing. J'aimerais bien recevoir principalement du live. J'aimerais bien parce que c'est un peu c'est un peu ce que j'aime aussi. Alors je fais les deux, mais j'aime bien ce côté avoir la sensation d'être au concert quand on m'envoie des pistes et me dire j'ai l'impression d'être au milieu de la salle et d'entendre ce que les gens auraient pu entendre. Voilà, j'aime bien ce côté-là.
aussi. Ok. Après, j'aime bien partir d'un truc très sec et enregistrer ailleurs, mais j'aime bien un peu tout. Ouais, c'est bien, c'est marrant. Ok. C'est marrant. Voilà. J'ai plus de questions à te poser pour le podcast. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai même pu écouter les petits oiseaux de ton jardin. C'était fort agréable. Mais oui, j'en ai profité. J'en ai profité pour m'occuper de mes arbres pendant que je te parlais, là, tranquillement. Bah, trop chouette. Voilà, j'ai arraché des petits trucs à gauche, à droite, c'est nickel. La vie. Merci écoute, pour tout. De rien. Et puis, c'était génial. qu'on arrivera à se croiser à l'occasion. Oui. Volontiers, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pour tout. De rien, bon courage à toi. À toi aussi. Prends soin de toi. Salut. Merci, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.